Grosse inquiétude chez les éleveurs de Guadeloupe. Leur cheptel est toujours l'objet d'attaques de chiens errants. Des solutions tardent à venir et leur impatience grandit. Le reportage de Linda Kayarsi dans ce journal. Et les agriculteurs veulent relancer la production, mais les terres disponibles sont difficiles à acquérir. Didier Boismoreau de l'association Dot Soleil est notre invité. Gros plan sur cette question d'avenir dans un instant. Et beaucoup trop de Guadeloupéens sont drépanocytaires sans le savoir. L'Agence régionale de santé sensibilise l'opinion à cette maladie génétique. Le docteur Marie-Étienne Julan nous donnera son éclairage dans cette édition. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Cette information avant de développer tous ces titres pour la première fois en moins d'une semaine. Un avion d'Air Caraïbes qui reliait Paris à Fort-de-France a dû atterrir d'urgence aux Açores. Il y avait un membre du personnel qui était tombé malade. Et venons-en maintenant au développement de l'actualité. C'est la colère qui prédomine chez les riverains du quartier Mantes-Torudú des Abîmes. Depuis 2013, un promoteur immobilier a entrepris la construction de logements. Problème, l'installation du réseau d'assainissement des eaux usées occasionne selon les habitants de nombreux désagréments, notamment des nuisances olfactives. Reportage Karen Diama. Recevoir des refoulements, ça reçoit tous les caca, tous les merdes là, et ça remonte. Eddy n'est pas un employé de l'assainissement. Il fait partie des riverains incommodés par la construction de logements au Mantes-Torudú. Qu'est-ce que mon a besoin de faire? Je t'ai permis de construire ça là, à logement là ça, et mais je t'ai permis de construire là pour faire le réseau là passer à ces terrains famille Négin. Et du coup, d'un coup, je n'ai pas arrivé à attraper accord avec famille Négin. Je veux faire passer à ces propriétés Torudú. Et par rapport à un arrêté qu'elle m'a signé. Et nous, nous avons dit non. Parce que c'est terrain famille à Torudú. Il faut y passer par nous. Je veux faire un travail, puis on peut faire trancher pour passer de l'eau à caca, quoi. Bon, quasiment. Et avant de passer, qu'est-ce ça a porté nous, à niveau l'odeur, à niveau. Et tout ce monde en bas fond là aussi. Aujourd'hui, là, mais là, dit qu'il vient à 10 heures. Bon, mais nous, quand on est à 10 heures, il faut qu'on dise là. Josiane, une autre habitante de la section, incommodée, elle, par les nuisances sonores et la poussière, pointe déjà du doigt la difficulté à circuler. Ça fait 7 ans que j'habite là. Derrière moi, c'était de la verdure, des arbres. C'était agréable de vivre ici. Et maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des problèmes au niveau sur la route, parce que la route est vraiment restreinte. Quand deux voitures passent en même temps, ça risque d'avoir beaucoup de désagréments, beaucoup d'accidents. J'ai au niveau de ma pelouse 2 voitures qui sont déjà tombées dans la pelouse. Et j'ai des petits-enfants. Lorsque mes petits-enfants sont là, ils ne sont pas en sécurité en fait dans mon jardin. Très attendu, mais surtout très impliqué par le bien-être des riverains, le député maire a souhaité se rendre compte de la situation. Là où le bas blesse, il y a un manque de concertation évident de la SCI vis-à-vis des propriétaires du terrain, même si ça se situe sur une voirie généralement entretenue par la ville des Abîmes, même s'il y a une permission de voirie accordée par la ville, il doit y avoir une concertation qui n'a pas eu lieu. Un manquement qui vaudra aux propriétaires et à la municipalité une assignation en justice par le promoteur. On attend la décision de justice, ce que je leur ai dit tout simplement. Si la justice donne raison à la SCI, et on va quand même provoquer une rencontre en tant que ville des Abîmes, garant de l'ordre public, entre cette SCI et les propriétaires du terrain, de sorte que les choses puissent se passer dans de bonnes conditions, après concertation. Et si la justice donne raison aux propriétaires et déboute la SCI, il faudra appliquer. On n'est pas satisfait parce que par là à ces politiciens-là, on ne peut pas vraiment croire. C'est là on voit nous arriver dans les actes, on peut dire ok, d'accord, bon, que nous satisfait. Mais si à ces paroles-là, on ne peut pas dire que c'est vérité. Une réponse que le collectif devrait recevoir rapidement. Le délibéré ayant lieu demain au tribunal de Pointe-à-Pitre. Et eux aussi ne sont pas satisfaits. Les éleveurs de la Guadeloupe ont été reçus hier à la Chambre de l'agriculture pour tenter de trouver des solutions concernant la problématique des attaques de chiens errants. Aucune solution concrète n'aura été trouvée selon ces derniers. Une déception pour ces éleveurs. L'un d'entre eux a accepté de nous raconter leur calvaire. Reportage Linda Kayarsi. Des oreilles mutilées, un museau arraché, le cheptel de Freddy paie un lourd tribut. La cause, les attaques de chiens errants. Il n'y a plus de difficulté qu'un bœuf normal à alimenter.
qui en herbe, qui en eau. Si on vient moins font intervention, les faits qu'on fait tellement d'interventions, moins de soigner, qu'on ne peut pas même jouer de la, qu'on dit mettre à don potence pour moi pour faire une intervention puisqu'il pas apprendre ça encore. On a fait trop d'interventions qu'on s'en l'aille. Dès un chien passé sur l'exploitation, vous voyez, il a énervé, il a changé de caractère, c'est plus même là. En 3 ans, le cheptel de cet éleveur a été amputé de 7 bovins. Tués, dévorés, les pertes financières s'accumulent. Financièrement, ça a coûté beaucoup d'argent et beaucoup de temps, sans revenus. Parce qu'en TP, certainement, quand il fait des moments de travaux, on est obligé de rester tourner des bœufs pour les chiens. Et ça a coûté cher. Et là, on va au PED, ben, c'est revenu qui n'est pas là. Et tandis que les dettes sont toujours là, il faut payer des dettes à mon on n'a pas le choix. Alors, pour barrer la route aux chiens errants sur son exploitation de 8 hectares, Freddy use de subterfuges. En fond, box d'engraissement que vous voyez des nous, en des petits bœufs à l'engraissement en semi-liberté qu'engraissement dit dans l'ail. Et en fond, protection à l'entour, quand on fait ces petites là rentrer le soir, en fin d'après-midi, avec maman yo. Mais toujours est-il qu'on est obligé d'entrer tout parce que ça, c'est juste un petit machin de protection parce que chien là ne peut pas jamais ça. Fait quand même en présent la journée en permanence pour la mettre en bâtirage. Parce que même à une empathie, c'est chien à ravine. Une solution de dépannage, mais insuffisante. Les éleveurs en appellent une fois de plus à la Chambre d'agriculture, à l'État. Les réponses tardent. On ne travaille pas fait. Nous demandons pour chien. Ils disent non, il n'y a pas d'argent. Des box sécurisés pour les animaux. Non, il n'y a pas d'argent. Tout ça, nous ne pas d'argent. Nous décidons qu'après les examens, parce que moi, d'autres les enfants sont l'avenir de demain. Nous avons toute chance de dépasser l'examen bien. Après, nous pouvons faire. Aujourd'hui, pour le bien-être de leurs troupeaux, les éleveurs réclament l'application et le renforcement des procédures prévues par le Code rural. Leur activité est nécessaire pour nourrir le pays, mais leur volonté de produire une agriculture respectueuse de l'environnement se heurte à la difficulté d'acquérir des terres. Didier Boismoreau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de l'association Dot Soleil, une association qui milite justement pour une agriculture plus saine et plus respectueuse de l'environnement. Il y a quelques mois, nous avions déjà évoqué cette problématique des terres disponibles en Guadeloupe. Je vous propose de regarder avec moi le reportage de Guillaume Marc. Didier Boismoreau est agriculteur. Il cultive un petit jardin moins d'1 hectare accolé à sa maison. Donc ici, on maintient quand même une vocation agricole des terres. Donc on a une exploitation sur un terrain qui est constructible. Donc avec un bail, moi personnellement je suis en location, sur un bail d'1 an, renouvelable, donc c'est très instable. Si je plante des arbres fruitiers là, je suis à peu près certain de ne pas pouvoir récolter le fruit de mon travail. Alors, pour pérenniser ses cultures, il cherche des terres pour s'agrandir. Et il n'est pas le seul. Comme lui, plusieurs centaines d'agriculteurs cherchent à s'installer, sans succès, sur une île qui regorge pourtant de terrains exploitables. En Guadeloupe, un peu plus de 9000 hectares de terres sont ainsi disponibles. Là, on est sur une surface d'environ 4 à 5 hectares. Qui est en déprise agricole. C'est des terrains qui étaient cultivés avant. C'est dommage parce qu'on importe 80% de ce qu'on mange actuellement. Des terrains qui appartiennent en très grande majorité à des propriétaires privés et qu'il est compliqué de rendre à l'agriculture. Compliqué, mais pas impossible, car l'État peut contraindre les propriétaires à louer ces terrains aux agriculteurs. Un processus délicat qui demande du temps. On ne parle pas d'installer 3000 agriculteurs tout de suite, mais il est important qu'on puisse faire des fermes pilotes pour maîtriser les techniques, qu'on puisse ensuite, dans les années à venir, dans les 3, 4, 5 ans, qu'on puisse transmettre aux nouveaux jeunes et avoir une politique d'installation des jeunes agriculteurs comme ça à moyen terme. Certes compliqué à mettre en place, cette reconquête des terres paysannes pourrait bien nourrir la Guadeloupe de demain. Didier Boismoreau, est-ce que la situation a évolué? Quel est l'état des lieux aujourd'hui, quelques mois après? Alors malheureusement,
à peu près toujours le même, c'est-à-dire que l'agriculture est petit à petit en train de disparaître de Guadeloupe. Il nous reste actuellement environ 30 000 hectares de terres agricoles, alors qu'il y a 10 ans, il y en avait 40 000. Ce qui veut dire que chaque année, on perd 1000 hectares. Ce qui veut dire que si on continue comme ça, dans 30 ans, il n'y a plus aucune terre agricole en Guadeloupe. Tous les ans, il y a 400 exploitations qui disparaissent. Donc on est vraiment sur une diminution de l'activité agricole. Et ça, cette situation, pour l'instant, n'évolue pas dans le bon sens, puisque un récent rapport là, indique que 12 000 hectares, entre une dizaine de milliers d'hectares à peu près de terres agricoles sont en friche, comme on l'a vu dans le sujet. Oui, c'est un dossier de l'ADAF qui a été publié, 9 000 hectares disponibles. Exactement, c'est le second rapport. Le premier rapport faisait état de 12 000 hectares, là on est à 9 000. Bon, on est toujours autour de 10 000 hectares qui sont là, qui sont agricoles, mais qui ne sont pas cultivés. Et vous avez d'ailleurs lancé une pétition en décembre dernier appelant le conseil départemental à céder quelques parcelles, parce que je rappelle que la collectivité possède à elle toute seule 8 000 hectares de terres cultivables. Votre action a-t-elle porté ses fruits? Avez-vous eu des retours? Alors pour le moment, nous avons été accueillis par le conseil départemental. Quand je dis nous, c'est le collectif Paysans sans Terre Guadeloupe qui regroupe à la fois des agriculteurs mais aussi des consommateurs et des groupements de citoyens, parce que c'est vraiment une question de société qui concerne tout le monde mange. Donc on a créé un collectif autour de ça, on a été reçus. La réponse a été de dire mais de toute façon toutes nos parcelles sont occupées, il n'y a aucun problème. Et puis quand on a proposé de mettre en relation leur carte, leur patrimoine, et puis la carte des espaces en friche, et puis qu'on a commencé à parler de la problématique des squats, bon là ils ont commencé à dire effectivement peut-être qu'il y a quelques soucis, mais en fait on ne maîtrise pas très bien notre patrimoine et on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Donc c'était la fin de l'année 2016, on avait projeté de se voir en février pour une commission foncière qui a été annulée. Et puis depuis, c'est la politique de l'autruche. Donc on n'a aucune nouvelle, malgré des relances. Il n'y a pour l'instant, malheureusement, rien qui se passe. Peut-être qu'ils vous entendront ce soir. Alors, votre ambition est de créer en Guadeloupe un modèle d'agriculture plus respectueuse de l'environnement. Vous avez d'ailleurs aussi, je crois, lancé un appel à projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Un appel à candidature, en fait. Donc on cherche à identifier tous les porteurs de projets qui veulent nourrir la Guadeloupe et en utilisant des techniques agricoles qui soient saines. On a vu les résultats des produits chimiques avec la chlordécone notamment. C'est vraiment une problématique de santé publique et d'environnement. Donc on essaye de développer une autre agriculture, c'est possible. On le fait au Costa Rica, on le fait à Cuba, on le fait en Dominique également. Il y a des possibilités, donc on essaye de référencer tous les porteurs de projets pour justement pouvoir fédérer ce groupe et puis faire avancer la question. Quelle serait la finalité justement de cet appel à candidature ? Alors de pouvoir justement proposer un groupe au conseil départemental, notamment qui est le plus gros propriétaire foncier guadeloupéen, mais également je suis persuadé qu'il y a beaucoup de propriétaires privés qui ont des terres, qui les gardent parce qu'éventuellement les enfants pourraient s'installer, parce qu'effectivement, si ça devient constructible, c'est 100 fois plus cher que de la terre agricole. Mais à un moment donné, il faut choisir. Il y a une vraie responsabilité de ce côté-là. Donc je pense qu'en donnant de la visibilité à un groupe de jeunes agriculteurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui portent vraiment ces valeurs de nourrir la Guadeloupe et sans utiliser de produits chimiques, ça peut permettre de déclencher en fait de la disponibilité de terres agricoles. Comment vous distribuez justement aussi vos fruits et vos légumes? Comment ça se passe pour vous, agriculteurs, jeunes agriculteurs en Guadeloupe? Alors, à titre personnel, j'ai une AMAP, une association de maintien de l'agriculture paysanne, qui est donc un groupement de consommateurs, actuellement 70 consommateurs, qui sont fédérés autour de 2 agriculteurs, donc moi-même et puis un collègue des Abîmes. Et donc toutes les semaines, en fait, les gens prennent un abonnement, ils prennent des paniers de fruits et légumes sans produits chimiques. Ils prennent ça sur un abonnement qui dure environ 6 mois et toutes les semaines, on leur livre leur panier. Voilà. Votre rêve est de parvenir à l'autonomie alimentaire, je ne me trompe pas. Vous plaidez pour établir un système de polyculture élevage. Est-ce que c'est possible en Guadeloupe ? Alors, à mon sens, c'est possible. Il y a beaucoup d'obstacles à ça, puisqu'on est très peu suivi. On est sur un modèle agricole qui est orienté exclusivement sur la canne et la banane. C'est un reliquat de l'histoire guadeloupéenne. Malheureusement, ces productions sont tournées exclusivement à l'exportation, reposent sur des subventions, notamment européennes, qui sont en train de disparaître. Donc il va clairement falloir penser à un autre modèle.
Nous sommes en train d'expérimenter justement d'autres possibilités. On a parlé de la polyculture élevage. Il y a énormément de questions qui relèvent de la recherche en fait, qui se posent. Donc on est obligé nous-mêmes de faire le travail des chercheurs, puisque les chercheurs en agronomie en Guadeloupe sont tournés exclusivement vers la banane et la canne. Mais ceci dit, ce système, il est possible. On l'a expérimenté à petite échelle. Maintenant, c'est une notion d'implication des pouvoirs publics pour pouvoir donner un coup de pouce, mettre à disposition de la terre et qu'on puisse monter un pôle expérimental. Ça viendra peut-être des politiques, mais ça peut aussi venir de chaque Guadeloupéen qui a de la terre. On l'a vu, il y a beaucoup de terre en friche. Donc, pas hésiter à se mettre en relation avec justement ce groupe qui est en train de se monter. Et justement, est-ce que les Guadeloupéens répondent à votre appel? Est-ce qu'ils ont répondu à votre appel à candidature? Est-ce que vous avez des retours? Alors, à la fois, on a créé une pétition au mois de novembre où on a eu un retour vraiment excellent. C'est-à-dire que les gens sont très demandeurs en fait, de produits locaux. Quand on voit qu'on importe nos ignames du Costa Rica ou nos avocats de Dominique, on est quand même capable de cultiver ces denrées qu'on consomme tous les jours. On n'est pas obligé de les importer. Le fait d'importer 80% de notre nourriture nous met vraiment en situation de fragilité. Et c'est du coup une absence de souveraineté du peuple guadeloupéen. Il faut vraiment qu'on reprenne la main là-dessus. Donc oui, il y a une vraie demande. Et après, par rapport aux appels à projets, oui, on a des réponses. Ce n'est pas encore un modèle qui est complètement développé et très commun, puisqu'on est vraiment encore sur le reliquat du modèle canne-banane. Il y a encore peu de temps, on était obligé d'avoir un système canne dans son exploitation pour s'installer. Ce n'est plus le cas maintenant, les mentalités changent. Donc petit à petit, on espère y arriver. Didier Pomereau, pour les personnes qui seraient intéressées, comment vous contactez justement? Alors vous envoyez un mail à l'association dotsoleil, DOTSOLEY, @gmail.com. Un numéro aussi peut-être? Oui, sur un portable, le 06 90 19 88 03, mais vous trouvez toutes ces coordonnées sur Internet sans trop de problèmes. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous le savez, vous l'avez dit, plus de 9000 hectares de terres agricoles sont sous-exploités en Guadeloupe selon la DAF. Des terres qui pourraient être également disponibles pour la canne au vu de la fin des quotas prévus en 2017. On regarde ensemble le reportage de Bénédicte Jourdier. Dans 3 ans, la Guadeloupe pourra produire autant de sucre qu'elle le souhaite. Car la fin des quotas obligatoires est prévue en octobre 2017, ce qui signifie l'ouverture des marchés, la fin du prix garanti pour la tonne de sucre. Aujourd'hui, une tonne de sucre équivaut à peu près 338 € la tonne. Il y a de fortes chances que ce prix soit en dessous de 200 €. D'où, à partir de 2017, l'augmentation de l'enveloppe dévolue aux usiniers qui passera de 90 millions d'euros à 128 millions d'euros pour l'ensemble des DOM. Alors sur les 90 millions d'euros, il y a 80 millions qui sont affectés aux planteurs, 10 millions aux usiniers et les 38 millions seront en grosse majorité dévolus aux industriels permettant de compenser l'écart de prix qui existera sur les marchés mondiaux. 20% des 38 millions accordés aux DOM pour les industriels seront destinés à la Guadeloupe. Une subvention pour compenser les surcoûts de production domiens afin de rester compétitifs face à la concurrence européenne et mondiale. Lorsque vous prenez le sucre brésilien, le prix d'une journée de travail au Brésil et une journée de travail dans les DOM, il n'y a aucune commune mesure. Lorsque vous prenez le sucre, la canne africaine, c'est pareil. Lorsque le SMIC est de 4 € jour, alors que nous avons un SMIC horaire de 13 € chargé, il n'y a pas photo. Tout le problème est de savoir est-ce que cette compensation perdurera dans le temps, compte tenu de la situation financière de l'État. Ça, that is a question. Il y a un gros point d'interrogation qui persiste. Objectif donc, augmenter en parallèle la production. Actuellement, 14 000 hectares de terre sont plantés en canne sur 35 000 hectares de surface agricole utilisée. Une étude menée par la DAF, la Direction de l'Alimentation et de l'Agriculture, indique que 9 270 hectares seraient disponibles à l'agriculture. Une opportunité intéressante pour la filière canne. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle montre que 9 300 hectares, c'est loin d'être négligeable. Par rapport à une ESAU qui aujourd'hui est à 33 000, il
suffit de faire le ratio, hein, ça fait quand même une possibilité d'étendre la surface du quart, hein, de 25%. Et donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut s'y employer, mais les marges de manœuvre existent. C'est une chance pour la Guadeloupe. Inciter à la plantation, relever le rendement, voici les marges de manœuvre. La Commission européenne, elle, donnera son accord pour l'aide supplémentaire de 38 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2016. Les producteurs de Guadeloupéens tirent la sonnette d'alarme. Il y a quelques semaines, une dizaine d'entre eux, les plus importants, ont alerté le préfet par courrier d'une concurrence qu'ils jugent déloyale. Depuis quelque temps, des étalons fleuris au bord des routes proposant des œufs importés à des prix bien en deçà de ceux pratiqués par les éleveurs locaux. On écoute Rodrigue Vincent, le co-gérant de la ferme d'Alcia. Il est interrogé par Bénédicte Jourdier. Je ne suis pas là pour taper sur la table et pour dire que j'ai plus envie de voir un tel vendre ses œufs. Je suis là pour dire que si ces œufs sont là et se vendent, c'est que déjà ils sont intéressés par le consommateur. Et le consommateur, c'est le coût et le tarif. Et nous sommes capables de nous battre sur les coûts et les tarifs, mais il y a des choses qui ne sont pas respectées. Et c'est là où je parlais du côté sanitaire, c'est là où je parlais du côté que l'État qui nous dit nous aide, mais en réalité, nous n'avons pas ces aides. Et aujourd'hui, le problème sera résolu. La production locale va être moins chère, les gens vont consommer bonne qualité et il n'y aura plus de problème. À condition, tout simplement, ce qui est écrit, et je vais nommer des documents où tout public peut avoir accès. Hein. Vous allez sur des sites internet comme l'ODEADOM, vous téléchargez les documents posés, e-France, etc. Vous allez voir toutes les aides qui sont accordées à la production locale. D'accord ? Et moi, je vais vous démontrer que quand nous avons toutes ces aides, avec un coût de revient, la production locale peut être beaucoup moins chère maintenant. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Et ça ne fonctionne pas et nous voyons apparaître ces nouveaux marchés qui se développent, des œufs importés qui se développent parce que justement les gens ont envie d'acheter moins cher. Moi j'ai envie d'expliquer au peuple, nous sommes capables de faire du produit local bon pour la santé beaucoup moins cher. L'oblige à marquer cette information. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il sera emprisonné ou autre s'il ne donne pas cette information parce qu'il y a une tolérance qui est faite ou bien il y a des lois qui ne sont pas assez précises. D'accord ? Donc nous, aujourd'hui, c'est peut-être la demande de nouveaux textes de loi, mais on n'est pas là pour ça, qu'il y ait une information que dans toute la traçabilité, la chaîne alimentaire, il y a des choses qui ne sont pas faites en Guadeloupe et qui peuvent être dangereuses. D'accord ? Donc c'est déjà d'informer le consommateur alors que ce n'est pas fait. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, tout ce que vous achetez, vous devez avoir une traçabilité. C'est ce qu'on vous promet. Comment ça se fait que sur le bord des routes, impossible de savoir d'où viennent les œufs. En Martinique, les salariés d'Unité Sud Transport ont entamé leur 4e jour de grève. Ils réclament le versement de la prime du 13e mois depuis 2011. Claude Chémire, directeur général de la société, a accepté aujourd'hui de recevoir le responsable syndical. Reportage José Lechertier d'ATV Martinique. Pneus, palettes, drapeaux, le message est clair pour la trentaine de salariés d'Unité Sud Transport. Une seule revendication est à l'ordre du jour. Notre 13e mois. Notre 13e mois, depuis 2011, nous sommes allés en NAO pour réclamer un 13e mois que nous avons eu. C'est un acquis. Depuis 2011, les salariés n'ont rien perçu. Lundi, la décision de bloquer a été prise. Après 2 jours sans nouvelles de la direction, une première réunion s'est tenue ce matin avec le directeur général et le directeur d'exploitation, sans résultat pour le moment. La réunion n'a rien donné, puisqu'ils ne peuvent pas nous dire à quel moment, quel jour ils vont nous donner notre argent. Alors cette réunion a servi à quoi? Alors on a discuté, ils ont dit qu'ils vont revenir plus tard. Alors on les attend. Claude Chémire, directeur général d'Unité Sud Transport, n'a pas souhaité répondre à nos questions. En attendant, les usagers font les frais de cette situation, mais ils comprennent les revendications. Je ne trouve pas ça judicieux. Je pense qu'il y a d'autres manières d'envisager les choses afin de parvenir à ces fins. Mais pas en bloquant la population, non. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'était déjà un acquis qu'ils avaient déjà depuis la première signature. Donc normalement, c'est un avantage pour eux. Donc ils ne veulent pas lâcher, c'est tout. Une autre réunion prévue ce soir pourrait mettre fin à la grève. En attendant, la mobilisation se poursuit. Reste avec nous dans un instant, une semaine pour parler de la drépanocytose. Nous en saurons plus avec notre invité, le docteur Maryse-Étienne Julan du CHU de Pointe-à-Pitre. Et puis nous nous intéresserons à un phénomène qui relève d'une question sociétale, l'importance de la fête des pères.
Au lendemain des nouvelles violences lors d'une manifestation à Paris contre la loi travail, François Hollande a annoncé hier en Conseil des ministres qu'il envisage d'interdire les manifestations si celles-ci ne garantissent pas les conditions de la préservation des biens, des personnes et des biens publics. Que pensez-vous de cette annonce? Karen Diamin vous a posé la question. Pourquoi cette interdiction? Ce n'est pas une affaire de braquage, c'est une affaire de travail. Ah, mais la loi n'est pas bonne. Alors, nous ne sommes plus en ni liberté, égalité, ni fraternité, c'est fini tout ça. Alors maintenant, c'est la dictature. On se demande. Mais oui, mais c'est un droit, la manifestation, c'est un droit. Hein. C'est comme le travail, c'est un droit aussi. Mais la manifestation, c'est un droit. Hein. Personne n'a le droit d'interdire ou quoi que ce soit s'il veut manifester pour son travail. Et puis, bon, chacun est libre. Hein. Donc moi, c'est mon avis personnel. Non, c'est pas normal, mais pour la mesure de sécurité, je pense que c'est à cause de ça. Hein. C'est pas normal d'interdire de manifester. On a le droit, on est quand même dans un pays de droit et de... Mais je pense que s'il y a des risques, il vaut mieux interdire la manifestation. S'il y a des risques de débordement, je pense qu'il vaut mieux interdire la manifestation. Mais l'interdire tout court, mais c'est pas possible. Je disais que la manifestation, c'est pas mauvais, c'est bon parce que c'est une loi, comme toutes les lois. Mais il faut le faire dans les bons termes, ne pas casser, ne pas briser comme ils font. Il ne faut pas qu'ils fassent ça parce que ça remet en question les dépenses et beaucoup de dépenses vraiment. Hein. Donc je crois qu'ils peuvent toujours faire manifester. Hein. Mais j'ai entendu des informations que la loi, Hollande, même Valls, ils vont interdire les manifestations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je pense qu'ils n'ont pas le droit d'interdire les manifestations, mais de ne pas casser, de ne pas briser. Ils ont le droit de revendiquer. Mais pas par contre, la clinique là, ah non, c'est inadmissible. Aller à la clinique pour faire ça, non, je ne suis pas d'accord. Mais ils ont le droit de manifester. Je pense que c'est une grosse erreur, que le droit de grève c'est une partie intégrante de notre Constitution et qu'il faut à tout prix le respecter. Après, je pense aussi que les manifestants, on peut manifester tout en restant pacifiste et en se rendant compte que la casse ne mènera pas forcément à l'aboutissement de leurs demandes. Elle est l'une des maladies génétiques les plus répandues dans le monde, mais encore méconnues. Je parle de la drépanocytose. Ce dimanche sera la journée mondiale consacrée à la lutte contre cette maladie qui concerne un Guadeloupéen sur 8. Docteur Maryse Étienne Julan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de service à l'unité transversale de la drépanocytose du CHU de Pointe-à-Pitre. Les spécialistes espèrent bien, en tout cas, sensibiliser les Guadeloupéens, souvent porteurs du gène, sans le savoir. On regarde le reportage ensemble de notre reporter Isabelle Hameau. Atteint de la drépanocytose, la maladie génétique la plus répandue, Mario, 34 ans, subit des crises qui dévorent ses articulations et ses os. À cause d'un gène défectueux, les globules rouges de son corps se déforment et n'acheminent pas l'oxygène dans l'organisme, bouchant ainsi les vaisseaux sanguins. La maladie a été découverte à sa naissance. S'il vit normalement, celle-ci ne lui a pas toujours desservi. Quand je commençais à travailler, ma patronne savait que j'étais un travail handicapé, mais elle ne savait pas pourquoi. Et quand elle a su que c'était par la drépanocytose, elle m'a expliqué qu'il y avait plein de normes de sécurité à mettre en place et qu'elle n'avait pas encore prévu. Donc du coup, je ne vais pas dire que ça a joué une conséquence importante sur mon travail, mais comme elle était dépourvue, je pense, moi j'ai préféré partir du travail et continuer la suite de ma vie. Comment l'as-tu vécu? J'ai vécu bien parce que en même temps j'ai eu un peu d'expérience professionnelle et j'ai su que je pouvais travailler malgré que j'étais drépanocytaire. Les transporteurs du gène ignorent souvent leur statut et le découvrent à la naissance de leur enfant. Un constat récurrent en Guadeloupe où sur 300 naissances en moyenne, un nouveau-né est atteint du syndrome drépanocytaire. Plusieurs associations œuvrent au quotidien pour sensibiliser les jeunes adultes au dépistage. Il ne faut pas oublier qu'on a encore entre 17 et 25 à 30 naissances par an. Et on se dit, avec des très jeunes, des jeunes qui ont 25 ans, qui ne se souvenaient pas qu'ils avaient été dépistés. Et malheureusement, ils apprennent avec effroi que leur petit garçon ou leur petite fille est drépanocytaire. Si vous ne connaissez pas votre statut hémoglobinique,
allez au renseignement, allez le chercher. Surtout si vous êtes jeune et vous n'avez pas encore d'enfant. Parce que ce n'est pas une fatalité. C'est quelque chose que l'on peut maintenant prévoir. Alors, je profite pour dire qu'on a un grand espoir parce que la science avance. Il y a la greffe de cordon qui maintenant avance bien. Mais il y a une autre greffe qui arrive, la greffe haploïdentique. J'ai eu le plaisir de rencontrer 3 jeunes greffés, les 3 premières de France. Alors en tout, c'est sur le monde, c'est 50, mais les 3 premières greffées de France, elles ont eu ce qu'on appelle la greffe haploïdentique, c'est-à-dire qu'on n'a pris qu'une partie du gène du donneur. Et aujourd'hui, elles vont bien. Dimanche sera la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Elle marquera le point d'orgue d'une semaine de sensibilisation. Docteur, petit rappel, qu'est-ce qui caractérise la drépanocytose? D'abord, c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'elle se transmet des parents aux enfants. Deuxièmement, c'est une maladie qui touche le sang et qui est due à une anomalie génétique, une mutation qui est responsable donc de la production d'une hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine S. Et du fait de la présence de cette hémoglobine S, les malades, parce qu'ils ont beaucoup d'hémoglobine S, peuvent développer des bouchons. Des bouchons peuvent apparaître au sein de la circulation. Et quand il y a des bouchons au sein des vaisseaux sanguins, ça veut dire que le sang circule mal. Et si le sang circule mal, il arrive mal aux cellules, il arrive mal aux organes. Et pour le malade, les conséquences vont être d'abord, un des signes les plus fréquents de la maladie, c'est la douleur. La douleur, donc ça fait mal dans les os. Alors la douleur, elle n'est pas là nécessairement souvent, elle n'est pas là nécessairement à des lieux différents, mais c'est le signe le plus fréquent de la maladie. À côté de cela, il y a l'anémie et puis il y a d'autres signes qui peuvent être graves chez ces patients. Troisièmement, c'est une maladie qui entraîne donc des lésions chroniques, puisque comme elle est génétique, on n'en guérit pas. Donc avec le temps, c'est vrai, les organes peuvent en souffrir et le malade peut effectivement développer des lésions chroniques et parfois des handicaps liés donc à cette pathologie. On dit également que c'est la maladie des Noirs. Alors c'est ce qui était dit de manière traditionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle touche le plus souvent des personnes d'origine d'ascendance africaine. Mais elle ne touche pas exclusivement ces populations d'origine africaine, puisqu'elle est fréquente également dans le sud de l'Europe, tout le pourtour méditerranéen, sur le sous-continent indien, sur le sous-continent en Arabie saoudite, on trouve aussi de la drépanocytose. Donc elle est largement répandue sur la planète. C'est la première maladie génétique en fréquence dans le monde. Un pas de géant a été franchi néanmoins en décembre dernier. Une équipe de chercheurs a testé avec succès la thérapie génique chez un adolescent drépanocytaire. Ses douleurs ont disparu, il a même espacé ses besoins en transfusion sanguine. Est-ce que la drépanocytose est en voie de guérison? Alors d'abord, la thérapie génique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les chercheurs ont introduit donc, chez des personnes atteintes de drépanocytose un gène qui empêche la survenue des complications liées à l'hémoglobine S. Effectivement, plusieurs patients ont été testés et le premier a effectivement réagi de manière tout à fait favorable. L'hémoglobine S donc, est empêchée donc, de polymériser. Et effectivement, le taux d'hémoglobine monte et le patient n'a plus besoin de transfusion comme il en avait besoin auparavant. À côté de cela, il y a quand même d'autres patients qui ont des réponses beaucoup moins rapides que ce premier patient et pour lequel il faudra attendre encore un peu pour savoir si effectivement ils auront le même résultat positif. Donc ce sont effectivement des résultats très encourageants, mais il faut encore attendre avant de pouvoir conclure à l'efficacité de la thérapie génique dans la drépanocytose. Par contre, la greffe de moelle, c'est-à-dire le fait qu'on remplace la moelle d'un patient drépanocytaire par une moelle d'un donneur, effectivement, a des résultats. Oui, et il y a des résultats qui s'améliorent d'année en année. On est à plus de 90% de succès, et donc de guérison chez des personnes drépanocytaires. Alors le plus gros problème de la greffe de moelle, c'est qu'il faut avoir un donneur compatible. Donc au jour d'aujourd'hui, ce sont surtout donc, les frères et sœurs qui sont les donneurs compatibles. Et maintenant, on teste de plus en plus de pouvoir utiliser d'autres donneurs. Donc, Mme Tiroli en a parlé tout à l'heure, les greffes haploïdentiques, c'est-à-dire qu'on essaie donc d'avoir d'autres donneurs autres que les frères et sœurs
pour pouvoir guérir des patients. Est-ce que la thérapie génique sera expérimentée également en Guadeloupe? Alors, pour le moment, on est au stade expérimental, c'est-à-dire qu'il y a quelques patients très sévères pour lesquels donc, il n'y a plus beaucoup d'outils thérapeutiques disponibles. Donc, on est au stade expérimental. On ne peut pas encore l'étendre à un grand nombre de patients. Il faut vérifier que ça marche, il faut vérifier qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires négatifs avant de pouvoir envisager de l'appliquer à d'autres malades. Donc, il faut bien comprendre qu'on est au stade encore expérimental, au stade de la recherche, mais c'est vrai que c'est un grand pas puisqu'on est passé à l'être humain là maintenant. Docteur Maryse-Étienne Julan, merci pour votre éclairage ce soir. Plus de 300 jeunes antillais-guyanais ont pu réaliser leur rêve, celui d'assister à un match de football de l'Euro 2016, celui de la Roumanie contre la Suisse au Parc des Princes à Paris. Un moment magique qu'a pu suivre en exclusivité les caméras de nos confrères d'ATV Paris. On regarde ensemble la joie de ces jeunes. Dans les tribunes, du jaune pour la Roumanie, du rouge pour la Suisse et du multicolore pour l'outre-mer. Dans ce virage, des Néo-Calédoniens, des Polynésiens, mais aussi des Guadeloupéens qui voient un match international pour la première fois en vrai. C'est bien parce que c'est une nouvelle pour nous, non? C'est une nouvelle pour nous tous là. Ça change de la télé. Pourquoi? Mais parce qu'à la télé, on voit que le match, on entend les animateurs parler, mais on ne voit pas les faits réels, on n'entend pas tout le bruit. C'est un grand moment dans ma vie vu que je rêve d'aller sur le terrain et sur le Parc des Princes, je kiffe et c'est un grand stade de football. Certes, ce n'est pas l'équipe de France qui joue, mais les Antillais se prennent à l'ambiance spectaculaire. Alors quand la Roumanie marque, certains exultent, d'autres sont plus pour la Suisse, mais tous en tout cas sont là pour l'ambiance. Je ne savais pas que c'était aussi grand et franchement c'est gigantesque et je trouve ça impressionnant. Je ne suis pas très football, mais l'ambiance, l'énergie qui circule, c'est top. Ils sont 140 venus de Guadeloupe pour assister à ce match en essayant de ne pas trop penser à la menace terroriste. On a l'engouement d'être à Paris à l'Euro 2016, donc on ne pense pas trop aux attentats et tout ça. On se dit que bon, ben, c'est une chance extraordinaire d'être là, quoi. Le résultat de ce match, un partout, satisfait finalement tous ces spectateurs ultramarins qui pourront dorénavant dire « l'Euro 2016, j'y étais ». Et c'est l'heure des informations pratiques à vos stylos maintenant. Les écoles de Grand-Bois du Gosier étant de nouveau alimentées en eau seront ouvertes demain aux écoliers. Ils pourront reprendre le chemin de l'école. Et puis, des travaux sur le réseau Bel-Ocado vont occasionner des perturbations sur le réseau d'eau. Des perturbations qui vont concerner plusieurs communes, Goyave, Gosier, Sainte-Anne et Saint-François. Un retour à la normale est prévu samedi en fin de journée. Et enfin, si vous voulez donner un peu de votre sang, la collecte mobile sera demain à Bemao, face à la mairie, de 8h à 13h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure.